BFM Business. Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Et jusqu'à 18h dans ce Club de la Bourse, nous sommes avec nos deux invités, Gilles Ménard de la Française AM et Vincent Lecartier de WeSave. Un marché parisien en particulier qui n'a pas fait grand-chose cette semaine, mais qui reste quand même à des niveaux assez élevés par rapport à ces dernières années. Et puis surtout, un marché américain, lui, qui bat record sur record, en tout cas pour ce qui est du S&P. Qu'est-ce que ça vous inspire, Vincent? Ça veut dire quoi? Que la confiance est quand même là? Oui, bien sûr, puisque à partir du moment où vous avez une classe d'actifs alternatifs, c'est-à-dire l'obligataire, qui offre des rendements qui sont faibles, que vous avez une conjoncture macroéconomique qui est favorable, et que vous avez des publications trimestrielles qui sont très solides, que le risque politique, même si ça reste régulièrement confus, je pense notamment à la situation aux États-Unis, ça n'empêche que le risque politique, globalement, il régresse. Donc vous avez tendance à aller vers une classe d'actifs plus agressif, qui est la classe d'actifs actions. Et comme en plus vous êtes dans une situation où la quantité de titres en circulation sur les actions est en train de régresser, c'est-à-dire que le nombre de projets à financer est moins important que par le passé, puisque vous avez une croissance économique mondiale qui est plus faible. Si vous cherchez des financements, vous allez plutôt vers l'obligataire, plutôt que de faire des émissions d'actions. En complément, vous procédez à des rachats d'actions. Donc vous êtes dans une situation où la masse de titres en circulation sur les actions est en train plutôt de se comprimer, ou en tout cas a du mal à se développer. Qu'en face de ça, vous avez des investisseurs qui sont acheteurs des actions. Donc vous avez une disproportion entre le nombre de personnes qui veulent acheter et l'offre de titres qui existe. Donc les marchés montent. Donc les niveaux actuels sur les indices, tant américains qu'européens, sont justifiés? Oui, je pense. Gilles Ménard, vous diriez la même chose? Oui, alors c'est toujours compliqué de justifier les niveaux sur les marchés américains qui sont un peu stratosphériques, mais effectivement, force est de constater que les marchés sont très résilients, avec probablement des effets techniques, un peu à l'image de ce qui vient d'être dit, qui soutiennent bien la cote américaine. Ça reste moins facile de justifier des valorisations qui sont quand même un petit peu tendues sur les marchés américains, mais effectivement, les acheteurs sont toujours là. Ce qui est très étonnant, c'est d'observer la volatilité qui est quand même extrêmement faible, et les petits à-coups qui sont de très courte durée. On a vu la semaine dernière donc un petit à-coup sur un effet Trump avec ce risque d'impeachment et puis donc les petites tensions autour du projet de réforme. Finalement, tout ça est absorbé très vite. On a des corrections. On peut même pas parler de corrections. On a des mouvements qui sont d'amplitude très modérée et qui se résorbent aussi vite qu'ils se sont manifestés. Donc voilà. Sur l'Europe, on a un peu plus on a un petit peu plus de place dans la mesure où effectivement on a des valorisations qui sont un petit peu moins tendues, une conjoncture qui est très favorable, et puis des croissances bénéficiaires. C'est la première fois depuis 5 ans qu'on a ce type de croissance bénéficiaire, avec des effets chiffre d'affaires et résultats d'entreprise qui sont de très bonne qualité. Donc pour l'instant, on commence à voir arriver quelques flux. Ça fait quelques semaines qu'on voit arriver des flux sur les actions européennes. Compte tenu de la décollecte observée en 2016, qui a quand même été massive sur la classe d'actifs, on peut imaginer, si toute chose étant égale par ailleurs, que la collecte se poursuive et soutienne encore la cote. Voilà, les risques sont pas absents, mais en tout cas, il y a de la place. Vincent Lecartier, vous diriez qu'au jour d'aujourd'hui, il faut rester investi sur les marchés d'actions? Absolument. Quel que soit le niveau, je veux dire, même s'il y a un risque de correction. Alors en fait, sur les marchés actions américains, pour notre part, on est convaincu qu'il y a 2 facteurs qui jouent quand même, qui justifient d'une certaine manière leur valorisation. C'est qu'ils se sont beaucoup déformés par rapport au passé. Je pense notamment aux valeurs technologiques qui sont beaucoup plus présentes aujourd'hui, et dans la mesure où ces valeurs ont une valorisation qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on pouvait avoir par le passé, déjà mécaniquement on a une valorisation plus élevée des indices. La deuxième raison est que lorsqu'on regarde le marché américain par rapport au marché européen, on regarde souvent les valeurs bancaires des deux côtés de l'Atlantique, et on se rend compte en réalité qu'il y a un énorme écart en faveur des bancaires américaines.
Le problème, c'est que les bancaires américaines ont fait énormément d'efforts de restructuration et ont des contraintes réglementaires qui ne sont pas du tout les nôtres. Ce qui veut dire... pas rester d'ailleurs. Et c'est peut-être pour ça. On verra ça. Mais effectivement, à ce jour, on se retrouve avec un gros décalage entre les valorisations des bancaires des deux côtés de l'Atlantique. Ce qui veut dire que, effectivement, on a une impression de cherté des marchés américains par rapport aux marchés européens, mais cette cherté, en réalité, elle est côté américain, en fait. Oui, ouais. Exactement. Donc il y a encore un gros rattrapage des bancaires européennes sur les américaines. Je pense, oui, tout à fait. Qui reste plombé par quoi? Par le fait qu'on a encore des doutes sur les banques italiennes. Là, on voit qu'aujourd'hui, les bancaires font partie des plus fortes baisses. Apparemment, on n'est pas convaincu que le gouvernement italien a vraiment les choses sous contrôle. Et ça, vous pouvez rajouter aussi un petit phénomène qui est lié, je pense, à la très forte baisse du pétrole depuis la séance d'hier. Puisque baisse du pétrole, vous avez un peu moins de risque de tension inflationniste, un peu moins de tension inflationniste, où vous avez les marchés obligataires qui se détendent, donc un peu moins de hausse obligataire, et du coup moins favorable pour les bancaires qui gagnent de l'argent sur ces mouvements. Donc vous avez des phénomènes de très court terme qui effectivement se mettent en place, mais ça reste du très court terme. De notre point de vue en fondamental, il faut être acheteur des bancaires européennes. Il faut être acheteur des bancaires européennes. Vous dites la même chose à la française AM? Oui, on est plutôt à l'aise aujourd'hui pour continuer de porter. C'est vrai que c'est peut-être pas le moment de renforcer agressivement, parce qu'on a quand même eu des progressions qui sont sympathiques. Après, aujourd'hui, continuer de se laisser porter. Il y a encore beaucoup de choses à faire en matière de restructuration sur le secteur bancaire européen, mais voilà, on sent quand même que le stress sur la classe d'actifs, sur cette thématique, sur ce secteur, a quand même bien dégonflé, et qu'aujourd'hui on va observer les choses avec un peu, on va vraiment se porter sur le fondamental et être un petit peu moins à cran sur les aspects stress liés aux États, aux dettes périphériques ou ce genre de choses. Mais il reste encore beaucoup de travail sur la partie restructuration. Vous en parliez sur les banques italiennes, et il reste encore effectivement le chemin n'est pas encore totalement dégrossi. Sans que ce soit un danger, parce qu'il y a encore quelques mois, on se disait, puis on n'en a plus du tout parlé, risque d'y avoir, quand on parlait de cette banque dont le nom va me revenir, Banco di Paschi, c'est pas exactement ça. Monte di Paschi, voilà. On craignait une réaction chute de domino. On parlait aussi de la Deutsche Bank à l'époque, rappelez-vous, c'était à la fin de l'an dernier. Donc même si ce danger n'est pas écarté, il y a toujours cette épée de Damoclès. Oui, alors le secteur bancaire a quand même fait l'objet de pas mal les banques ont quand même fait énormément de travail depuis plusieurs années, depuis la dernière crise, pour remettre les bilans dans des situations plus favorables. Il reste encore des choses à faire. On observe quand même une tendance qui est quand même plutôt sympathique sur la partie résultat des banques. Je pense qu'effectivement cette partie stress extrême liée à des chocs exogènes ou des situations spécifiques pays ou valeurs, aujourd'hui est un petit peu plus loin. On sent que le marché est plus à l'aise, sans être complaisant, je pense, sur la classe d'actifs. L'Italie a aussi créé un fonds de défaisance qui commence maintenant à être alimenté, et il y a quand même eu aussi des augmentations de capital qui ont été effectuées, donc qui permettent quand même... suffisant pour absorber... Non, on est loin du compte. Potentiel. On est loin du compte, notamment parce que les prêts non performants italiens sont très importants dans les bilans. Donc il y a encore beaucoup de nettoyage à effectuer, mais ça n'empêche que on va dans le bon sens, que pour le moment la Banque Centrale Européenne accorde du temps aux différents établissements bancaires pour qu'effectivement ils se restructurent. Donc on est plutôt dans une phase favorable, et a priori, sauf à ce qu'on ait une élection qui soit défavorable au printemps prochain en Italie, on risque d'avoir quand même un effort de construction européenne important, centré autour de l'Allemagne, de l'Italie, de la France et de l'Espagne. Le gouvernement actuel en Italie est pro-réforme. Parce que Matteo Renzi, on disait, voilà, lui fait des réformes, il va continuer d'en faire. Le fait qu'il parte suscitait des doutes sur la poursuite de ces réformes.
Le gouvernement actuel, alors je ne sais même pas comment s'appelle le Premier ministre, bon, vous voyez, maintenant que Renzi est parti, mais qu'il va peut-être revenir, en tout cas, il est à la manœuvre Il est à la manœuvre. Le problème, c'est qu'on sait très bien qu'il ne prendra pas beaucoup de risques, puisqu'en fait, c'est la même tendance politique. C'est un gouvernement technique, comme on appelle Exactement, ça. exactement. C'est un gouvernement de techniciens. Mais qui va durer, apparemment, parce que les élections, ce ne sera pas avant... Ce sera au printemps normalement. Février, mars, oui, ouais. Oui. Mais en attendant, on continue d'avoir des avancées. On devrait avoir dans les semaines qui viennent des annonces sur les restructurations additionnelles de Montepaschi, justement. Donc non, on continue d'avancer dans le bon sens. Et la vraie question, c'est de savoir si le prochain gouvernement italien est effectivement un gouvernement réformateur, ou est-ce que c'est le mouvement 5 étoiles qui l'emporte. A priori, quand on regarde les sondages à l'heure actuelle, il y a clairement une forte probabilité pour que M. Renzi revienne au pouvoir. D'accord. Alors qu'il y a quelques semaines, on avait, au même moment qu'on s'interrogeait sur le risque populiste en France, on parlait du mouvement 5 étoiles en se disant ça y est, il est en train de progresser dans les sondages. Oui. Et là, aujourd'hui, ça semble s'être un petit peu retourné, on est beaucoup plus rassuré. Oui, mais quand on regarde... Mais c'est l'élection présidentielle française qui finalement s'est bien passée et qui a peut-être changé complètement l'esprit des investisseurs sur ce plan-là, non? Je pense qu'aussi graduellement, les gens se rendent compte qu'en Angleterre, le Brexit a été une erreur. Le peuple anglais lui-même, quand vous regardez les derniers sondages, le peuple anglais lui-même se rend compte qu'il a fait une erreur et est revenu en arrière sur ce choix. Donc si vous lui reposiez la question aujourd'hui, il ne choisirait pas forcément le Brexit. Et il est clair que vous avez eu la démonstration que vous avez une perte de pouvoir d'achat très importante en Angleterre, à la fois du fait de la devise et du fait de l'inflation qui monte. Donc on voit que la croissance commence à être affectée. Exactement. Non. Donc on a beaucoup d'indicateurs économiques qui montrent que c'est pas si facile que ça de sortir. Et globalement, si vous interrogez même un Grec, il a envie de garder l'euro comme devise. Donc l'union est encore là. Gilles Ménard, vous diriez qu'avec la présidentielle française, l'élection d'Emmanuel Macron, la vision des marchés par rapport au risque populiste a complètement changé? Alors, je ne sais pas si c'est uniquement c'est probablement un faisceau de choses, mais c'est pas. C'était l'échéance qui était la plus attendue en Europe. C'est clair, c'était effectivement une échéance très importante. On l'a bien vu, hein, les marchés avaient bien monté avant, puis on a eu toute une phase de positionnement plutôt prudent pré-élection française. Finalement, l'élection a donné lieu à un mouvement assez fort dans les tout premiers jours, et puis depuis on fait plus grand chose. Je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit que la partie tendance économique aussi s'améliore partout en Europe, et ça je pense que c'est aussi favorable à moins de contestations, on voit que les indicateurs d'activité s'améliorent, que le chômage s'améliore, la confiance des agents économiques s'améliore un peu partout, et y compris dans les pays du Sud, avec des tendances qui sont quand même très fortes. Elles sont observées également par les banquiers centraux. Donc tout ça aussi milite pour peut-être un peu plus d'apaisement à ce niveau-là, sur le plan de la contestation populiste ou des différents pays. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité de cette semaine? Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Moody's qui a dégradé la dette chinoise. On a eu cette réunion de l'OPEP avec la déception des marchés, la chute du baril qui continue de peser sur les valeurs pétrolières aujourd'hui encore. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette semaine, Vincent? Le pétrole surtout. Ouais. Le pétrole, puisqu'en fait c'est une matière première absolument indispensable pour l'ensemble des structures de production. Ça affecte beaucoup la consommation des ménages aux États-Unis. Donc c'est un facteur essentiel. Donc pour nous, c'est celui-là qui est le plus important. La Chine, on sait très bien que le problème d'endettement est structurel, se dégrade. On est passé en 10 ans de 160% à 260% du PIB, alors qu'en face de ça, vous avez un PIB qui, lui, est passé de 14% de croissance à moins de 7% aujourd'hui. Le rythme de croissance a été divisé par deux. Hein. Ouais. Donc on a bel et bien un problème... 14%, c'était quoi? C'était avant la crise de 2008. Hein. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, 2007, 2006-2007. Exactement. Donc la problématique, c'est que le pays s'endette et a une efficacité de cet endettement qui est décroissante, et voilà, donc on sait très bien qu'il y a trop de choses à faire en Chine, un endettement qui est mal contrôlé, de toute évidence. Rien que pour les entreprises, on est à 125-130% du PIB.
C'est colossal, c'est absolument colossal. Donc on a un problème de dette. Le pays essaye de retarder son ralentissement en s'endettant. On ne fait que repousser l'échéance. On retarde. Mais ça, entre guillemets, ne craquera pas là en 2017. Non, parce que c'est une année trop importante politiquement. La dégradation de Moody's, on reste en A. On n'est même pas tombé en B. Enfin, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Ensuite, la dette est détenue avant tout par les Chinois eux-mêmes. Donc, c'est un petit peu comme au Japon. Vous pouvez fonctionner en circuit fermé pendant de nombreuses années. C'est pas forcément grave. Mais on sait très bien que le modèle économique chinois se transforme et se dégrade. Gilles Ménard, sur le risque chinois, entre guillemets, puis on reviendra sur le pétrole quand même, les raisons pour lesquelles le marché était tant déçu, et ce qu'il faut voir dans cette correction, le risque chinois. Sur le risque chinois, on a une analyse qui est assez proche. Effectivement, on a bien vu d'ailleurs que les marchés ont assez peu réagi, enfin les marchés d'actions ont peu réagi à la nouvelle. On connaît tous la difficulté avec cette, comme le disait Vincent, cette croissance qui se ralentit, et puis cet endettement qui croît en face. Voilà, Moody's n'a fait que observer une tendance qui est bien connue, je pense, de la plupart des investisseurs. Le marché ne réagissant pas, on a du mal à imaginer que ce soit le préambule d'un début de crise ou d'un début de crack. A Comme ce qui s'était passé à l'été 2015. Oui. Avec une réplique janvier 2016. Voilà. Ouais. Tout à fait. On n'en est pas là. Pas de Chine revenant comme ça sur le devant de la scène. Ça reste clairement, effectivement. On sait que les marchés sont épidermiques. Donc, on l'avait bien vu en janvier, janvier 2016, où on avait vu d'un seul coup cette panique sur le fait que voilà, la déflation revenait et la croissance chinoise allait être on partait dans le décor. Donc voilà, on sait que ce genre d'épisode un petit peu de tension extrême de courte durée, ça peut toujours revenir. Il faut garder beaucoup d'humilité face à ce genre d'événements. Néanmoins, aujourd'hui, voilà, sur l'annonce spécifique de Moody's, ça ne semble pas être le catalyste, le point de départ d'un enchaînement de mauvaises nouvelles et de risques majeurs sur le marché boursier chinois. La correction sur le pétrole, la forte correction, puisqu'on a perdu 4,5% sur les barils de brut après la conclusion de cette réunion de l'OPEP. Hier, qu'est-ce qu'il faut y voir? Alors des prises de bénéfices, j'imagine, mais au-delà de ça, en fait, l'impuissance de l'OPEP face à la suroffre sur le marché? Bien sûr. Alors en fait, si vous regardez sur les quelques jours qui avaient précédé, en fait, on avait fait le mouvement exactement inverse. Donc on s'est contenté d'effacer le mouvement de hausse qui s'était produit sur les jours précédents. L'OPEP a décidé de prolonger pendant 9 mois le fait de supprimer 2% de la production mondiale. Ça revient à ça, en fait, leur décision. La croissance économique mondiale accélère très peu. Donc le problème, c'est que c'est pas forcément suffisant par rapport aux injections de pétrole. Moyenne de quoi? De 3% on est à 3,3 prévu pour cette année. Ouais. Donc ça n'est pas suffisant pour justifier. Exactement. Donc il faut effectivement faire des efforts de pétrole de schiste surtout, qui monte très fort. Alors voilà, en fait le sujet il est que chaque fois que l'OPEP fait des efforts, en face de ça, les producteurs américains en profitent pour eux augmenter leur production. Donc pour le moment, si vous faites la situation nette au niveau mondial, vous n'avez pas produit beaucoup moins de pétrole qu'auparavant. Dans la mesure où vous n'avez pas une demande pétrolière beaucoup plus forte, vous vous retrouvez effectivement avec des prix qui assez logiquement stagnent. Comme en parallèle de ça, vous avez une capacité technologique qui a énormément progressé sur les dernières années, puisque en 5 ans, vous avez divisé par 2 le coût d'exploitation d'un schiste aux États-Unis. Donc là, c'est quelque chose de radical en termes d'impact sur la capacité des producteurs américains à continuer de se développer. Et effectivement, aujourd'hui, sous les $40, ils arrivent à produire sans difficulté. Et alors du coup, les cours du brut, vous les voyez évoluer je pense dans une fourchette qui serait la fourchette actuelle ? Moi, j'ai tendance à dire qu'effectivement, entre 40 et 60, pour donner une fourchette un peu large, je pense que ça va être difficile de sortir de cette zone. Vous avez éventuellement une chose qui pourra peut-être nous en faire sortir par le haut, c'est que l'Arabie Saoudite aimerait bien faire coter l'année prochaine Aramco. Ah oui. Donc ils aimeraient, depuis quelques temps déjà. Donc ils aimeraient mettre 5%, a priori 5% du capital, pour valoriser au mieux
la société, ils auront intérêt à essayer de tirer les cours du pétrole vers le haut. Ouais. Donc peut-être qu'effectivement, ils seront prêts à faire un sacrifice additionnel temporaire de baisse de production sur la fin de l'année pour tirer les cours du pétrole et effectivement valoriser au mieux Aramco et derrière de nouveau effectivement rebaisser le... Gilles Ménard, votre vision sur le pétrole. Oui, alors Vincent a bien résumé la situation. Moi, j'ai peut-être un petit rajout sur la partie technique, c'est-à-dire que on parlait de la hausse préalable à la petite baisse qu'on a observée hier. On voit bien en revanche que depuis le 4 mai, je crois, jusqu'à mercredi, en fait, le prix du baril américain, le WTI, avait pris 13%. Donc les gens s'étaient positionnés quand même très très long, les investisseurs s'étaient positionnés très très long sur cette thématique, en jouant bien évidemment le prolongement de l'accord qui était plus ou moins acquis malgré tout. Finalement, je pense qu'on a eu tout simplement un débouclement de position, c'est-à-dire que les investisseurs ont parlé de prise de bénéfices, ont coupé une partie des positions longues qui avaient été mises en place sur cette thématique. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas une vision très différente. Le 40-60 $, ça paraît effectivement une fourchette dans laquelle tout le monde est finalement assez satisfait. Il y a pas, voilà, on sait malgré tout que le potentiel à la hausse, il est quand même pas non plus excessif dans la mesure où la croissance reste quand même assez modérée dans le monde. On voit pas d'accélération très très forte. La consommation, je dirais par unité produite est quand même tendanciellement plutôt à la baisse. Donc je vois pas le baril s'envoler, sauf effectivement situation. Mais pas sombrer non plus. Non, pas sombrer non plus, parce qu'effectivement, comme le disait Vincent, je dirais les producteurs ont tout intérêt quand même à maintenir un prix du baril sur des niveaux acceptables. Donc je pense que la zone 50 est une zone qu'on tutoie depuis pas mal de temps. Finalement, voilà, on va déborder, revenir à 45, remonter à 55, rester dans une fourchette de ce type-là, ça paraît assez envisageable pour l'année qui vient. Parfait. Comme on se rapproche de 17h30, je vous propose de faire une petite pause et on va se retrouver pour le fixing et la clôture à la Bourse de Paris. À tout de suite. Allez, 17h30 sur BFM Business, l'heure du fixing à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui devrait terminer la semaine en très légère baisse. On perd à 5 minutes de la clôture officielle, pourrait-on dire, 0,1% sur le CAC, 5331 d'une façon générale. On n'aura pas fait grand-chose sur le marché parisien tout au long de la semaine. Que fait Wall Street pendant ce temps-là ? Wall Street ne fait pas grand-chose non plus. Mais Sabrina Quagliosi, qui est pour nous au Nasdaq Market Site, la différence, c'est que Wall Street a battu record sur record ces derniers temps quand même. Ouais, on a enchaîné 6 séances de progression avec des records hier encore sur le S&P 500, sur l'indice Nasdaq. Aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt calme. On hésite pas mal depuis l'ouverture. Il ne se passe pas grand-chose. Dans des volumes peu étoffés avant un long week-end de 3 jours aux États-Unis. Avec quelques statistiques quand même. On a eu les chiffres de la croissance, deuxième estimation, 1,2% contre 0,7% de progression initialement indiquée. On a eu les commandes de biens durables. Elles ont reculé pour la première fois en 5 mois, une baisse de 0,7%. Le moral des ménages, légère amélioration sur le mois de mai par rapport au mois d'avril. Et puis le pétrole, on continue de garder un œil sur le baril de brut avec un baril sous les $50 après la forte baisse hier. Côté entreprise, Amazon toujours sous les $1000. On attend ce seuil, $994 pour le moment, une progression de 0,4% et puis quelques résultats d'entreprise. Costco, le détaillant, fait mieux que prévu. On a Lionsgate dans le secteur le producteur de films. Les studios Lionsgate font mieux que prévu grâce au film La La Land. Et puis vous avez GameStop dans le secteur des jeux, avec des chiffres supérieurs aux attentes et une tendance donc qui hésite beaucoup, de 21 074 points pour le moment sur l'indice Dow Jones. Vincent. Merci Sabrina Quagliosi. On vous retrouve peu avant 18h pour un nouveau point sur cette séance et puis tout au long de la soirée, bien entendu, sur BFM Business pour suivre la clôture. Gilles Ménard, on n'avait pas trop parlé de ces chiffres quand même, c'est ce qui explique aussi que Wall Street soit relativement bien orienté aujourd'hui. Cette révision en nette hausse de la croissance au premier trimestre, ça justifie finalement les niveaux qu'on a sur les marchés américains ? Ça justifie en tout cas une forme d'attentisme et puis de stabilité. C'est-à-dire que ces derniers temps, on avait eu des indicateurs de surprise économique qui étaient un petit peu plus qui avaient marqué un peu le pas, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni
États-Unis, dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, on a effectivement et donc ces indicateurs de surprise économique laissaient un petit peu le doute sur le fait que est-ce que les données, on avait vu ce qu'on appelle le différentiel entre les hard data et les soft data qui étaient publiés, on voyait qu'il y avait un écart. C'est-à-dire est-ce que finalement les statistiques à venir allaient être un petit peu plus faibles qu'attendues ou pas. Finalement, la révision, ces révisions, elles sont pas non plus phénoménales et elles changent. Enfin, on voit bien d'ailleurs que le marché ne s'y trompe pas. C'est-à-dire que ça change pas fondamentalement la donne. Ça permet juste de se dire que voilà, l'activité tient, les commandes de biens durables, finalement, le chiffre était, on va dire, correct. La révision du PIB également est plutôt meilleure. Voilà, ça valide quand même le fait que l'activité économique aux États-Unis se maintienne. C'est d'autant plus important que la Fed a mentionné là dans son rapport dans le communiqué qui a été publié cette semaine qu'elle se laissait le temps pour observer l'évolution des indicateurs pour savoir si justement la petite inflexion qu'on avait observée ces derniers temps se confirmait ou pas. Donc effectivement, le fait que les chiffres soient plutôt de bon augure, se tiennent plutôt bien, valide le fait que voilà, la Fed va continuer son travail de normalisation monétaire, mais avec un rythme mesuré. Voilà, pas de volatilité, le marché est ravi. Quand vous voyez le niveau du secteur technologique aux États-Unis, notamment Amazon à $1,000 là, $1,000 l'action, qu'est-ce que vous vous dites? On est allé trop loin ou là aussi c'est justifié? Le marché a toujours raison. Hein. C'est effectivement, c'est toujours très compliqué d'observer ça quand on regarde ça avec un, je dirais moi je suis pas analyste financier, mais un analyste financier qui va regarder ça et qui va comparer ça par rapport à d'autres secteurs, ça peut effectivement donner le tournis. On a tous, moi en tout cas, j'ai bien en tête ce qu'on avait observé dans les années 2000, 99, avant le crack des valeurs technologiques. À ce moment-là, tout le monde justifiait tout. On peut tout justifier. Donc voilà, force est de constater que voilà, l'appétit il est là et comme le disait Vincent, on voit bien qu'effectivement la structure des indices se déporte un petit peu. Il y a quand même parfois des anomalies, sans vouloir effectivement taper sur des valeurs en particulier, mais on voit certaines valeurs qui atteignent des niveaux de valorisation extrêmes alors qu'elles ne dégagent pas de bénéfices depuis leur création. Donc il va falloir à un moment donné justifier. En tout cas, ça peut effectivement se justifier, mais il faut que dans la durée, il faut que on valorise quand même des bénéfices futurs malgré tout. C'est quand même ça l'objectif d'une valorisation en bourse. Vincent Lecartier, on n'est pas en train de refaire 2000, la bulle technologique de 2000, absolument pas. De notre point de vue, absolument pas, dans la mesure où les modèles économiques de ces sociétés ont énormément progressé, qu'aujourd'hui elles dégagent beaucoup de trésorerie positive, ce qui veut dire que si vous arrêtez par exemple du jour au lendemain les investissements qui sont réalisés par ces sociétés, vous avez une pléthore de trésorerie. Vous êtes sur des dossiers qui sont aujourd'hui confortables en termes de valorisation, parce que ça n'est justement pas la phase initiale où vous ne savez pas comment valoriser le dossier, où vous êtes obligé de chercher le nombre d'abonnés en espérant que ça soit un reflet correct d'une valorisation. Là, vous avez bel et bien une trésorerie. Donc vous montrez quelque chose de réel. Vous avez bel et bien une croissance, non pas sur 2 ou 3 exercices, mais sur 15 ans. Vous avez quelque chose de réellement solide aujourd'hui. Donc non. Allez, 17h36, il est grand temps de faire le point sur les chiffres définitifs de la clôture à la Bourse de Paris. On termine inchangé. Moins 0,01% pour le CAC 40, 5336. Les plus fortes baisses, Technip FMC, moins 2,99. On a aussi les banques, Société Générale, moins 1,64. Renault, l'automobile, moins 0,91. À l'autre extrémité du classement, Lafarge Holcim, plus 1,80. Vivendi, plus 1,77. Et ArcelorMittal, plus 1,71%. Michael Jacobi, vous êtes avec nous, responsable du trading Europe continentale chez Odo BHF. Tout ça, j'imagine, dans des volumes assez faibles aujourd'hui. Oui, tout à fait. On est légèrement au-dessus des 3 milliards. C'est pas nul, c'est quand même assez faible dans un contexte de nouvelles également assez en berne. Alors on a effectivement la thématique du pétrole qui a tenu toute la journée, qui a été un peu contrecarré par les bons chiffres de croissance aux US, comme vous le disiez quelques instants. Donc ça se résume en deux choses. D'une part, effectivement, le secteur pétrolier et parapétrolier plutôt sous pression, notamment avec Technip FMC
en baisse de 3%, et on va dire une baisse de sympathie technique, je dirais, sur les bancaires, avec notamment une Société Générale à moins 64. De l'autre côté, on a plutôt de très très belles progressions, ou la plus belle progression aujourd'hui sur Onxeo. Alors c'est une biotech, on va dire assez petite, mais sur on va dire fond de nouvelles quasi inexistantes, elle progresse de 30%, probablement en anticipant une bonne nouvelle de phase 3 d'un de leurs médicaments contre le cancer du pancréas, et donc nous, on se voit conforté dans notre call à l'achat avec un target price de 8 euros pour quelque chose, une société qui valait aujourd'hui en dessous des 3 euros. Bon, bah parfait. Bah écoutez, merci d'avoir été avec nous à deux reprises, avec nous, Michael Jacobi chez Odo BHF. On vous libère, on vous souhaite un bon week-end. Vincent Lecartier, une séance pour rien et une semaine pour rien, j'ai l'impression aussi. C'est si dur de reprendre de l'élan comme ça après les soubresauts de la présidentielle française sur les marchés. C'est pas du temps pour rien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait une très forte hausse, si vous êtes capable de faire une consolidation horizontale sans baisser, c'est surtout pas une séance pour rien. Au contraire, ça vous conforte. Ça permet, bon signe, vous dites ça permet aux acheteurs additionnels et surtout aux vendeurs de commencer à prendre des bénéfices. Si vous arrivez à digérer ces ventes sans même baisser, ça veut dire que vous avez en réalité encore une dynamique derrière qui reste très favorable. Donc pour nous, c'est un message très favorable d'avoir ce type de semaine qui semble effectivement monotone, triste, mais qui au bout du compte vous permettent de construire la vague de hausse suivante. Donc on ne vend pas outre mesure quand ça progresse. Non. Ça c'est une bonne chose. Non, il faut rester, et on profite des replis pour... il faut rester positionné pour encaisser les dividendes qui sont versés ces temps-ci. Donc ça serait quand même dommage de s'en priver. Saison là, oui. Et non, effectivement, chaque fois que, de notre point de vue, chaque fois que vous avez une baisse ces temps-ci, il faut essayer de l'exploiter plutôt pour acheter que profiter des hausses pour vendre. Gilles Ménard, comment mettre à profit cette séance cette phase où on se cherche quand même, Oui, il s'est peut-être passé trop de choses là ces dernières semaines, et tout d'un coup on a l'impression que comme le marché ne fait pas grand-chose, c'est morose. Mais pas alors faut pas oublier aussi qu'on a eu un à-coup très fort juste après l'élection, donc forcément c'est des mouvements qui parfois peuvent un peu coiffer le marché, donc on est dans une phase effectivement de consolidation à plat, comme le disait Vincent, c'est tout à fait ça, et c'est clairement pas des zones d'inquiétude, puisque parallèlement à cette consolidation à plat, qui n'est vraiment juste un effet technique, on en a parlé tout à l'heure, on a ces flux sur la classe d'actifs actions européennes qui vont probablement continuer à se mettre en place. Je vous rappelle, en 2016, on avait eu à peu près 100 milliards de décollecte. On commence à voir quelques milliards de manière hebdomadaire sur les actions européennes. Il y a probablement encore beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas rentrés sur la classe d'actifs. Donc, comme le disait Vincent, là aussi, je pense que l'observation des semaines à venir, avec les indicateurs qui continuent d'être plutôt de bonne facture, la saison des résultats, certes, est plutôt derrière nous, mais elle a été également de qualité. Tout ça, mis bout à bout, ça doit donner l'envie, je pense, aux investisseurs internationaux. On a en plus ce risque politique qui s'est en tout cas édulcoré, peut-être pas évaporé, mais en tout cas qui s'est largement édulcoré. Donc voilà, ça doit donner quand même l'envie, je pense, à des investisseurs non résidents de revenir sur la classe d'actifs. Et on sait qu'effectivement, ce sont des mouvements qui se font de manière, c'est pas d'un seul coup une arrivée massive, ça va se faire de manière graduelle. Et c'est d'ailleurs très bien, effectivement, que le mouvement s'opère de manière progressive, plutôt que des à-coups qui sont toujours beaucoup plus difficiles, je dirais, à appréhender pour les investisseurs. Dans vos fonds flexibles à la Française AM, quelle est votre exposition au risque en ce moment ? Elle est importante ou elle est plutôt. Alors bien évidemment, sur des fonds flexibles, vous avez toujours des fourchettes d'exposition qui peuvent être assez larges, mais pour être très transparent, on avait plutôt adopté une démarche prudente avant les élections, donc en réduisant un petit peu la voilure. D'autant que je vous rappelle, on a vu un très bon mois de mars, donc sur les actions européennes. Donc du coup, on avait des acquis de performance qui étaient quand même sympathiques. Donc du coup, c'était d'autant plus facile, je pense, de réduire un petit peu la voilure avant cette échéance.
le résultat, effectivement, a validé le fait de ne pas rester en dehors du marché. Donc on a remis du risque, notamment sur les actions européennes, sur les valeurs bancaires de manière mesurée, mais on en a remis également. Voilà, et on a dans l'ensemble plutôt eu tendance, voilà, à soit réduire les couvertures qui avaient été mises en place dans la perspective de cette échéance, soit de remettre du risque. Donc voilà, sur un fonds flexible, je dirais plutôt patrimonial, comme l'est la Française Patrimoine Flexible. Aujourd'hui, on est entre 30 et 35 de niveau d'exposition action, avec essentiellement du risque action européenne. Vous parlez uniquement de l'action. Uniquement sur la partie action. Donc voilà. L'exposition au risque, tout compris, est un peu plus importante. Bien évidemment, puisqu'on a également des positions sur la partie obligataire. Oui, tout à fait. D'accord. Vincent, on a l'impression que la législative française n'est pas une échéance si importante que ça pour les marchés. On est tellement soulagé que la présidentielle se soit bien passée que finalement on la regarde pas de si près, cette élection législative. Pourtant, elle est déterminante pour la mise en place des réformes du gouvernement Macron. Oui. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que les sondages donnent a priori pour le moment le mouvement En Marche comme étant majoritaire désormais au Parlement. La deuxième chose, c'est que s'il devait y avoir une alliance, il est probable qu'elle se ferait auprès de la droite qu'auprès de la gauche. Ce qui veut dire que vous auriez plutôt une tendance réformatrice, favorable aux entreprises, qui serait mise en place. Donc dans les deux cas, quelle que soit l'issue des législatives, vous devriez avoir plutôt quelque chose de constructif vis-à-vis de l'Union européenne, constructif vis-à-vis des entreprises. Donc les marchés ne voient que le bon aspect des choses, quoi. Oui. Ne voient que le meilleur. Oui. Hein. D'accord. 17h44 minutes. On va faire une petite pause et on va se retrouver pour le dernier quart d'heure de ce Club de la Bourse dans Intégral Bourse avec nos deux invités. Gilles Ménard pour la Française AM et Vincent Lecartier pour WeSave. À tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Et ce Club de la Bourse jusqu'à 18h, c'est avec nos deux invités, donc Vincent Lecartier de WeSave et Gilles Ménard de la Française AM. On va parler allocation d'actifs idéale, entre guillemets, en ces temps où on hésite un petit peu, mais où on reste à des niveaux quand même assez élevés sur les marchés d'actions. Gilles Ménard, quelle est l'allocation d'actifs que vous recommandez, que vous suggérez à la Française AM? Alors sur les portefeuilles, on va dire diversifiés internationalement, on est plutôt sous-pondéré sur les actions américaines, donc on en a, mais on est plutôt sous-pondéré. On privilégie la classe d'actifs actions européennes de manière significative. Ça reste un pari qui globalement quand même n'a pas été un mauvais pari depuis le début de l'année, même s'il a été peut-être un petit peu plus volatile. Voilà, on aime aussi la classe d'actifs actions japonaises en diversification internationale pour des questions de fondamentales et je dirais de résultats d'entreprise. C'est quand même la zone sur laquelle on a des croissances bénéficiaires qui sont parmi les plus élevées du monde développé. Ce qui est dû à quoi le niveau du yen? Voilà, la devise. On a aussi une conjoncture qui malgré tout, même si s'améliore un petit peu. S'améliore un petit peu. Voilà, c'est un peu poussif, mais on voit dans les commandes industrielles, dans les exportations. Les prix repartent un petit peu là. Voilà, on a également. Ouais. Alors c'est une tendance qu'on a observée en avril. On a vu cette tendance légèrement inflationniste avec des effets de base, avec des effets effectivement, je dirais un peu techniques qu'on a observé également au Japon. Voilà, donc ça fait partie aussi des zones qu'on aime bien. Voilà, on est ça c'est sur la partie action. Sur la partie obligataire, on pense que le mouvement de normalisation que sur les dettes gouvernementales des pays développés devrait se poursuivre au second semestre. On voit pas les taux effectivement se tendre de manière excessive, mais on pense que ça va se normaliser un petit peu. Donc voilà, donc on est peu investi sur la partie dette gouvernementale. En revanche, on aime bien la partie dette émergente, même si on a eu un niveau de performance là aussi très sympathique depuis le début de l'année, avec des spreads qui sont revenus sur des niveaux quand même un petit peu serrés. Voilà, on aime bien aussi les dettes subordonnées bancaires. Ça nous permet aussi de jouer cette thématique bancaire dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, et on a également un petit peu d'indexé inflation. Alors pour le coup, c'est vrai que ça a été moins porteur, je dirais, cette année, mais si on s'en tient à ce scénario où voilà, on pense que on va avoir une légère inflexion sur ces tendances inflationnistes, et puis une normalisation sur la partie taux d'intérêt, on pense que c'est des positions qui peuvent se tenir. Et on rappelle sur les actions, donc les actions européennes plutôt que les actions américaines, alors que chez WeSave, Vincent Lecartier, vous, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Vous êtes un peu contrariant en ce sens,
Pourquoi est-ce que vous favorisez les actions américaines quand on voit les niveaux encore une fois atteints par les indices ces derniers jours, en particulier la tech? Pourquoi ce choix? Alors la tech, parce que on reste convaincu qu'on est dans une situation où la croissance économique mondiale reste modérée et que face à cette situation de croissance mondiale modérée, il faut essayer d'aller vers la croissance. Donc nous, on choisit délibérément, volontairement et avec agressivité, la conviction qu'il faut être investi sur le Nasdaq parce que c'est là que vous trouvez des valeurs de croissance et de croissance saine. Amazon, c'est sain. Quand on voit l'action, de notre point de vue, c'est ça. De notre point de vue, oui, c'est-à-dire que si la problématique de la société, c'est qu'elle elle fait des investissements en permanence pour développer des nouvelles activités. Si du jour au lendemain la société arrêtait ses investissements, elle serait ultra profitable. Donc pour nous, la question, elle est simplement là. C'est juste une question de curseur, de savoir où la société se positionne. Est-ce qu'elle a envie d'être très agressive sur le futur? Donc à ce moment-là, elle investit beaucoup et vous avez effectivement des déceptions sur les bénéfices, puisque la société investit beaucoup. Donc effectivement, quand vous regardez le bénéfice par action, vous êtes déçu et elle est très chère. Mais si la société réduit un tant soit peu l'exposition qu'elle a envie d'avoir, la construction qu'elle veut faire du futur, elle réduit un tout petit peu ses investissements, et à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'elle génère énormément de trésorerie. Et vous avez des bénéfices qui sont plantureux. Donc c'est juste une question de curseur sur ces sociétés. Et de notre point de vue, elles ont encore la capacité de délivrer énormément de croissance, de se réformer, de bouleverser des activités traditionnelles. Il y a beaucoup de disruptions, comme on dit en bon français. On est capable, ces sociétés sont capables encore de beaucoup de choses très positives de notre point de vue. Donc pour nous, le Nasdaq, c'est une position très forte. La deuxième raison pour laquelle on reste, alors là pour le coup, c'est à pondération à peu près équivalente entre le S&P et les marchés européens, c'est parce qu'on est convaincu que la baisse du dollar qu'on vient d'avoir risque de profiter de nouveau aux sociétés exportatrices américaines et que la prochaine vague de résultats qu'on va avoir donc en juillet risque d'être très favorable de nouveau. Alors même que les sociétés américaines ont déjà beaucoup surpris sur cette première tranche de publication, on pense qu'une fois encore elles vont surprendre lors de la prochaine série parce que la croissance économique américaine reste solide. On a eu une révision du PIB, voilà, des choses comme ça, des indicateurs qui nous confortent plutôt dans ce sens, et qu'en plus il y aura un effet change qui sera très favorable pour ces sociétés. Gilles Ménard, un effet change qui va jouer en défaveur des sociétés européennes. À partir de quel moment, de quel niveau plutôt, ça commence à devenir un problème pour les sociétés européennes exportatrices? Bon, on est autour de 1,12. Plus on se rapproche de 1,15, plus ça devient dangereux? Oui, alors c'est des niveaux psychologiques. Après, c'est vrai que quand on était en début d'année aux alentours de 1,06, tout le monde vous parlait de la parité. Maintenant, on se rapproche de 1,12, donc le 1,15 va forcément devenir la zone à observer. On a bien vu finalement que la parité début d'année, on s'en est éloigné finalement de manière assez significative aujourd'hui. Je sais pas si je pense qu'il y a des niveaux effectivement qui sont différents d'une entreprise à l'autre. Il y a des politiques de couverture qui sont pas les mêmes d'un secteur ou d'une entreprise à l'autre. C'est vrai que je pense que la zone des 1,15 est une zone, en tout cas, à partir de laquelle je pense que la BCE pourrait, en tout cas, se manifester sur, alors voilà, on a eu Madame Merkel qui nous a dit que l'euro était trop faible cette semaine, mais malgré tout, c'est vrai que je pense que même si c'est pas une volonté affichée, Monsieur Draghi le répète à l'envi lors de ses allocutions, on peut imaginer quand même que cette zone serait quand même un peu butoir. Voilà. Après, entre 1,05 et 1,15, ce sont des fourchettes qu'on a vu X fois, qui restent un peu comme sur le pétrole dont on parlait tout à l'heure. Voilà, on est sur des niveaux qui pour l'instant restent tout à fait conformes, qui ne remettent pas, je dirais, qui ne mettent pas en péril la trajectoire de la conjoncture européenne pour le moment. Ni la conjoncture, ni les résultats des entreprises. Donc finalement, à 1,15, Vincent Lecartier, il a encore bon marché, l'euro? Si vous regardez, en parité de pouvoir d'achat, voilà, mais si vous regardez en théorie, on devrait être à 1,25 en parité de. D'accord.
Voilà. Mais ça reste de la théorie. Ouais. Moi, j'y crois absolument pas. Je pense qu'effectivement, on va avoir Angela Merkel reconduite, qu'on risque d'avoir en 2019 la forte tentation de pousser une version plus allemande de la politique monétaire en remplacement de Monsieur Draghi. Ouais. Son Donc, successeur pourrait être allemand. on essaye. L'Allemagne milite déjà pour que M. Weinmann prenne la succession de M. Draghi. Donc effectivement, Il vous dit ce sera en 2019, pas l'année prochaine. en 2019, oui, pardon. 2019, oui. 2019, oui. L'année 2019. prochaine, ça sera Madame Yellen, D'accord. qui pourrait être reconduite. Ça dépend un Pour petit être peu conduite, de. tout à fait, oui. Ça dépend un petit peu de. Enfin, Donald Trump peut encore changer d'avis Voilà, sur c'est la ça. question. Il peut mais changer bon, encore régulièrement d'avis. Ouais. Mais effectivement, le changement principal, ça sera Monsieur Draghi dans 2 ans. Et il est clair que l'Allemagne, si elle concède un certain nombre de choses en termes de dépenses sur son budget et sur son excédent commercial, donc en clair, si elle accepte de soutenir un petit peu l'activité européenne par un peu plus de dépenses, il est assez clair qu'en face de ça, elle voudra obtenir en contrepartie des autres grands pays la main sur la Banque Centrale Européenne. Donc il est probablement qu'il y aura un jeu politique qui va se jouer pour essayer de récupérer la direction de la Banque Centrale Européenne. D'accord. Elle est à Francfort, cette BCE, donc voilà. Oui. Hein. Oui. Ce serait presque logique, on va dire. Pour conclure, on n'a pas totalement terminé cette émission, puisqu'on va retrouver Sabrina Cogliosi à New York pour un nouveau point. Puisque vous êtes confiant sur le marché l'un, l'autre, allez, le CAC 40, vous lui donnez encore combien de points de potentiel d'ici la fin de l'année, Vincent ? Oh, nous, on reste d'ici la fin de l'année, je sais pas, mais disons que l'objectif des 6 000 reste. Les 6 000 Oui, c'est optimiste, ça reste jouable, ça reste jouable. Et vous, Gilles, il y a un objectif à la Française AM Je me garderais bien de fixer un niveau. En revanche, si on parlait tout à l'heure du fait que lorsqu'on valorise une entreprise en bourse, on valorise également la croissance des bénéfices. Si les estimations des analystes se confirment sur l'ensemble de l'exercice 2017, il y a effectivement encore de la place pour une progression, je dirais, entre 5 et 10%, ça semble pas du tout inenvisageable. Voilà, donc ça doit nous porter. Il y a un enjeu en fait qui est probablement sous-estimé, c'est la probabilité que les pays décident de baisser la fiscalité sur les entreprises. Et cette partie-là, de concert. Oui, puisqu'en fait, on voit bien qu'en Angleterre, on va le faire, en France, on va le faire, aux États-Unis, ils veulent le faire. Et à partir du moment où certains pays le font, c'est très difficile pour les autres de ne pas s'aligner. Donc vous risquez d'avoir, de façon un peu en phénomène de domino, vous risquez d'avoir des baisses de fiscalité sur les entreprises qui pourraient se généraliser. Et c'est ce qui, pour nous, devrait donner une nouvelle impulsion sur les marchés financiers. Messieurs, comme promis, avant de se quitter, on retourne à Wall Street pour retrouver Sabrina Cogliosi. Toujours aussi mitigé chez vous. Oui, c'est toujours la baisse légère qui l'emporte sur les 3 indices américains, avec des marchés qui hésitent, ce qui fait suite quand même à 6 séances de progression, des nouveaux records sur le S&P 500 et le Nasdaq hier. On reprend un petit peu son souffle avant un long week-end de 3 jours également, pas de séance lundi prochain, et des marchés qui gèrent les statistiques du jour, les chiffres de la croissance, révision à la hausse, on est à 1,2% de croissance sur le premier trimestre, contre 0,7% initialement indiqué. On a les commandes de biens durables, elles ont reculé pour la première fois en 5 mois. On a eu également des chiffres de confiance, des chiffres du moral des ménages calculés par l'Université de Michigan. On est sur légère progression du mois d'avril au mois de mai. Et puis on continue bien sûr de garder un œil sur Amazon, qui était dans le vert depuis le début de la séance, qui est désormais en légère baisse, $993. Quelques résultats, Costco fait mieux que prévu, GameStop dans le secteur des jeux c'est mieux que prévu également. Et puis on a le groupe Lionsgate qui publie des résultats au-dessus des attentes grâce au succès de La La Land. Parfait, merci beaucoup Sabrina Cogliosi, que l'on retrouve tout au long de la soirée. On vous souhaite un bon week-end du Memorial Day, donc pas de séance ce lundi à New York, comme il n'y en aura pas non plus à Londres. Merci à nos invités du Club de la Bourse, Gilles Ménard, responsable du pôle flexible de la Française AM, et merci à vous Vincent Lecartier, gérant senior et responsable allocation d'actifs chez WeSave. Intégral Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission revient dès lundi à 15h30. Dans un instant, vous retrouvez Anne-Sophie Balbir pour le journal. Excellente soirée et très bon week-end à toutes et à tous.
BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.